pourquoi 2026 est la meilleure époque pour devenir indépendant. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui pensent que c'est plus difficile qu'avant de créer un business. Spoiler alerte, non. Ah là 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 là, bref. De toute façon, tout est bon pour ne pas faire le travail. Alors, soit ils se disent qu'il y a trop de concurrence, soit que tout existe déjà, soit qu'elles partent de zéro, donc c'est un problème, soit qu'elles n'ont pas assez d'argent, pas assez d'expérience. Et moi, je te le dis, je pense exactement l'inverse. Et selon moi, finalement, j'ai jamais eu. Pour moi, dans l'histoire, il n'a jamais été aussi simple de commencer quelque chose seul. Pas forcément de réussir du premier coup, mais de démarrer, tester, apprendre et créer ses premiers revenus. Je te dis, gagner tes premiers revenus sur internet, c'est pas compliqué. C'est la suite qui est plus compliquée. Parce qu'après, tu auras un plafond de verre et puis c'est vraiment la suite. Mais bon, gagner ses premiers revenus, devenir libre, devenir indépendant, pouvoir voyager aux quatre coins du monde comme je le fais, je veux dire, c'est pas très compliqué. Je l'ai fait à 21 ans. Donc je pense que tu es capable de le faire, peu importe ton âge. À partir du moment où tu es motivé et que tu es capable de bosser. Moi, premier point que je voulais évoquer, c'est que l'intelligence artificielle nous donne un levier qui est incroyable. Avant, quand tu voulais créer une entreprise, fallait souvent avoir des compétences techniques, fallait avoir des employés, fallait avoir beaucoup de capital, fallait aller chercher un crédit à la banque, des prestataires. Et dis-toi que quand il fallait avoir ta boutique, j'en sais rien, ta librairie, pignon sur rue, dans une ville moyenne française, fallait faire un crédit, fallait acheter ton local, fallait acheter ton stock, fallait peut-être un ou deux employés parce que tu peux pas être là tout le temps. Donc au final, et tu savais même pas si ça allait être rentable, hein. Ça veut dire que si ça se pète la gueule, t'as tout pour ta pomme. Et après, il faut soit revendre le local, soit rendre le bail. Souvent, les baux professionnels sont un peu plus compliqués et beaucoup plus contraignants que les baux particuliers. Donc, que le contrat de location, si tu veux, quand tu loues un appartement, quand tu es un particulier. En France, quand tu es un professionnel, tu as des règles qui sont bien différentes. Très souvent, le local que tu vas louer ou acheter, il n'est pas aux normes ou il n'est pas en état. Donc il va falloir le rénover. Quand tu as mis je sais pas combien de milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros dans un local que tu as rénové, dans des travaux, ça fait chier de devoir l'abandonner parce que ça marche pas. Et donc dis-toi qu'il y a une époque où c'était il n'y a pas si longtemps que ça, où il fallait faire ça. Et c'est ce que les Américains aujourd'hui appellent la One Person Billion Dollar Company. En fait, c'est le gars le président, le CEO d'OpenAI qui l'a théorisé, Sam Altman. On parle souvent d'entreprise d'une seule personne comme futur du business. Bon, c'est ce qu'on dit. Après, je pense que c'est plutôt des phrases chocs que les mecs utilisent pour vendre leur truc. Soit ça a été repris pour vendre du conseil sur internet, et puis le mec, ça lui permet de faire parler de lui, le Sam Altman, et de faire parler d'OpenAI. Et comment et d'ailleurs, il y a une statistique qui résume bien ça, c'est qu'aujourd'hui, on dit une seule personne équipée d'une IA peut aujourd'hui produire ce que 10 personnes produisaient il y a 10 ans. Donc tu prends les métiers genre le code, moi j'ai développé un SaaS en 15 jours sans faire une ligne de code, hein. Je ne sais pas coder, hein. Tu me demandes de coder, je ne sais pas le faire. Je vais connaître deux trois trucs en HTML, je connais la logique globale, mais je ne sais pas coder. Moi je code tout avec le code. Et aujourd'hui, il m'aurait peut-être fallu deux développeurs, un directeur technique pour tout gérer. Enfin, un CTO, donc comment, oui, un directeur technique si tu veux, pour tout gérer. Donc ça m'aurait coûté peut-être 6 7 000 balles par mois. Bon, aujourd'hui, avec l'IA, ça me coûte zéro. Enfin, ça me coûte un abonnement cloud, donc 21 euros. Ou peut-être un gros abonnement, si jamais j'en ai besoin, je vais payer 250 balles par mois. Mais finalement, c'est insignifiant par rapport au coût du staff que tu devais payer à l'époque. Et aujourd'hui, l'IA te permet d'écrire des textes, de faire du copywriting, même si c'est pas toujours très bien. La dernière fois, on voulait écrire des histoires. En fait, on voulait écrire des témoignages des meilleures réussites finalement de notre client. Fallait écrire des sortes de mini-histoires que j'ai rédigées pour, je dirais, résumer un peu leur parcours. Putain, l'IA, elle me fait des trucs. Une phrase sur deux, c'est une phrase sur deux, ça veut soit absolument rien dire, soit c'est pas cohérent, soit il n'y a pas de logique. Donc j'ai passé 3 heures à apprendre tout le texte. Alors après, il était bien. Mais bon, par contre, l'IA, tout faux, quoi. Tu vois, alors que là, tu vois, il y a beaucoup de mes vidéos YouTube où en général, je les écris à l'arrache. Donc en général, tu sais, j'ai le truc vocal la saisie vocale d'Apple. J'écris les vidéos, je dirais, à la main. Enfin, je l'écris les vidéos en saisie vocale et après je les fais réécrire par l'IA. Là, par contre, ça fonctionne très très bien. Et c'est comme ça que j'arrive à lire mon brief.
Et donc ça te permet de créer des visuels. Aujourd'hui, les visuels, sauf les visuels à la con que tout le monde ressort, là, les visuels Gemini ultra chargés. Mais bon, à partir du moment où tu as un minimum de notion de design et que tu as un minimum de bon sens, tu peux créer des super visuels avec l'IA. Tu peux analyser un marché, enfin surtout en tout cas analyser ce qu'il y a sur Internet, créer des automatisations, développer des petits outils comme moi j'ai fait avec mon SaaS là qui m'a bien servi. Et ben voilà, tu peux faire vraiment absolument tout ça. Et donc quelqu'un qui démarre aujourd'hui n'a plus seulement son cerveau et son temps, mais il a accès à des outils puissants. C'est qu'en fait on démarre pas réellement de zéro. C'est pas tu dis tu démarres de zéro, bah non, tu démarres pas de zéro en fait. Tu démarres avec ton ordinateur, avec Internet, avec Claude, ChatGPT, Gemini qui sont connectés. Un abonnement Claude ça vaut 21 € par mois. Tu vas pas me dire que tu peux pas payer ça. Des formations gratuites, des communautés, tu démarres avec plein de trucs. Moi, un exemple tout con, j'ai pris une communauté là, uniquement sur l'intelligence artificielle. Le mec, il t'explique comment générer des pubs IA qui fonctionnent. Il t'explique, bah tiens, tu prends tel modèle plus tel modèle, ça te fait ça, terminé. Et en fait, aujourd'hui, la communauté, je l'ai payé 10 balles, hein, j'ai pas payé ça cher. Et aujourd'hui, t'as plus besoin de payer cher, t'as plus besoin de payer, de donner des fortunes, de mettre des fortunes énormes pour pouvoir partir de zéro et créer un business. Mais en réalité, tu pars de 10, 20 en fait. Tu pars de zéro, plus tous les crédits gratuits que tu alloues Internet, les LLM, donc ChatGPT, Claude, OpenAI, etc. Les formations gratuites que tu peux trouver, ou je dirais pas cher, donc c'est-à-dire un abonnement Claude, un petit abonnement pour une formation IA qui va te, qui va te coûter 10 balles par mois. Bon bah voilà, donc ça veut dire que tu pars pas de zéro, tu dois partir de 10 ou de 20. Et donc le coût de création d'un business n'a jamais été aussi faible. C'est que, voilà, comme je disais avant, fallait, pour entreprendre, fallait souvent acheter des fonds de commerce, fallait mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros d'apport, fallait emprunter à la banque, fallait louer un local, fallait recruter des employés, et t'es même pas sûr que ça marche. Et c'est un exemple qu'a connu mon père, qu'a connu mon grand-père, dans la génération des boomers, où ouvrir un commerce coûtait peut-être une vie d'économie et un emprunt sur 15 ans, avant même de savoir si ça allait marcher. Et, euh, et le problème, c'est que tu t'étais engagé avant même d'avoir réellement validé ton marché. Aujourd'hui, tu peux valider ton marché. Tu mets 50 balles en publicité, tu as validé ton marché. Et tu n'as pas besoin de dépenser énormément comme avant. Et donc, tu peux lancer une agence, une activité de service, une formation, du contenu ou même un business physique en fait. Parce que ta publicité, elle marche aussi en local. Ça marche aussi dans ta ville, dans ton agglomération. Ça marche aussi. Et donc, on prend souvent l'exemple du Lean Startup popularisé par Eric Ries qui dit qui dit de tester avant d'investir massivement, plutôt que l'inverse. Tu sais, c'est l'exemple du bec. Bon bah, t'as envie de faire une série pour construire, je sais pas, des plateaux pour construire des plans de travail de cuisine, par exemple. Et le mec, il dit, bon bah, il me faut une série, sauf que pour faire une série, bah, j'ai besoin d'une forêt, parce que j'ai besoin de bois. Donc je fais quoi? Bah, je vais racheter la forêt. Après, bah, j'ai besoin d'un aqueduc. Donc je vais construire un aqueduc, parce que j'ai besoin de beaucoup de flotte pour faire fonctionner les machines et traiter le bois, etc. Ensuite, j'ai besoin d'électricité. Imaginons qu'il n'y a rien, hein. Donc je vais construire une centrale à pétrole et je vais aller chercher du pétrole. Mais sauf que, bah, en fait, tu sais même pas si ça va marcher. Tu sais même pas si ça va marcher. Tu as déjà fait je sais pas combien d'investissements. Donc déjà, regarde si ça va marcher et ensuite tu construiras ton aqueduc et ta centrale à pétrole. Et donc, Internet aussi permet de toucher un marché mondial. C'est-à-dire qu'avant, bah, tu étais limité géographiquement, tu étais limité localement. Aujourd'hui, même si je suis pas contre les business locaux, hein, loin de là, même si aujourd'hui, tu peux trouver des clients partout, grâce aux réseaux sociaux, en faisant que des appels en visio. Moi, j'ai vendu un paquet de produits et de services que dans des visios. Et les gens te font confiance, hein, il faut pas croire. Tu sais, tu dis oui, mais parce que je suis loin, etc. Non, mais les gens s'en foutent. Les gens s'en branlent, tu sais, c'est comme si tu les avais en personne, hein. Enfin, peut-être pas, mais j'irais presque. Donc, tu sais, ça, en fait, les gens s'en foutent. Et tu sais, c'est ce qu'on appelle le mouvement des digital nomades par Tim Ferriss. Bon, d'ailleurs, la semaine de 4 heures, je savais pas que c'était lui qui avait inventé ça, mais j'ai cherché sur internet et oui, effectivement, le digital nomade, c'est lui. Et en fait, bon, la semaine de 4 heures, c'est un vrai torchon, hein. La semaine de 4 heures, c'est le mec, le mec, il t'explique que tu vas pouvoir monter un business en travaillant 4 heures par semaine. Bon, moi, je te dis gentiment que non. Donc, c'est plutôt le concept qui est fait pour aller vendre des bouquins que pour réellement faire en sorte de gagner de l'argent. Moi,
je vais te montrer où ils sont les gens qui ont bossé 4 heures par semaine et qui ont appliqué la semaine de 4 heures. Bah, ils sont retournés dans leur CDI d'avant parce qu'ils ont plus de pognon parce qu'ils ont pas assez bossé. Voilà, donc ça, c'est un truc qu'il faut faire, c'est travailler un minimum. Et donc, moi, ça, j'en suis convaincu. Et donc, dans des villes comme Bangkok, comme Chiang Mai, comme Bali, enfin, Bali, c'est pas une ville, c'est plutôt une île. J'irais plutôt Canggu à Bali, qui est, je dirais, la ville la plus dynamique. Eh bien, ce sont devenus des hubs entiers pour pour ce mode de vie. Tu croises des gens, mais des dizaines, des milliers d'entrepreneurs qui suivent exactement ce principe, qui vivent à l'autre bout du monde. Moi, je le fais moi-même, hein, et qui bossent avec des clients français, et qui closent, qui font des visios de vente avec des clients français tous les jours. Ils ont une liberté géographique totale. Et moi-même, hein, j'ai été en Thaïlande là 3 mois, un petit coup à Bali aussi. Là, je compte y retourner dans un mois. Si j'ai le visa, bon, on va l'espérer. Et puis finalement, le lieu que tu habites devient moins important. Ça veut dire que tu peux bosser depuis un paradis, quoi. Enfin, cherche sur internet des photos de Koh Tao en Thaïlande ou de Koh Samui. Tu vois le paradis que c'est. Tu dis que tu pourrais bosser tous les jours, te lever le matin avec cette vue-là. Bon, bah, est-ce que tu pourrais faire ça il y a 20 ans? Bah, la réponse est non. C'est pas compliqué. Aussi parce que, les grandes opportunités apparaissent pendant les changements. C'est qu'aujourd'hui, les gens ont peur de l'IA. Mais sauf que ils disent que ça va supprimer des emplois. T'as le Laurent Alexandre, hein, le Laurent Alexandre, c'est un docteur qui explique que l'IA va tous nous remplacer et qu'on va tous devenir obsolètes. Bon, il a peut-être pas totalement tort, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est déjà trop tard, mais bon, sauf qu'on est encore dedans, hein, dans la bulle de l'IA. Et ça crée aussi des opportunités. Et donc l'histoire le montre à chaque fois. Finalement, l'arrivée de l'imprimerie au XVe siècle, la révolution industrielle, l'arrivée d'Internet dans les années 90, les réseaux sociaux depuis les années 2010, à chaque fois qu'il y a une révolution, il y a une opportunité, il y a des gens qui s'enrichissent. Et à chaque fois, c'est les mêmes peurs qui reviennent. Et tu as toujours des gens qui sont du bon côté et d'autres qui sont du mauvais. Ceux qui ont peur, qui ont des fausses croyances, qui disent bah non, c'est de la merde, ah bah non, l'IA va remplacer mon emploi, donc de toute façon, je vais crever ou je sais pas quoi, ou va tous tout remplacer. Bah lui, il va se placer du côté du mauvais côté. Et t'as ceux qui saisissent l'opportunité. Et comme ceux qui ont compris que Facebook Ads en 2012-2013, le coût par clic et le coût par prospect, donc le prospect c'est celui qui met ton mail, qui met son mail et son prénom sur ton site, était 10 fois plus faible qu'aujourd'hui. Ceux qui ont compris que YouTube ou l'e-commerce avant tout le monde, les mecs qui ont commencé sur YouTube, moi je m'en souviens, il y a un moment donné, on avait fait un mastermind avec tous les créateurs, enfin tous les mecs un peu connus. Donc il y avait Antoine BM, il y avait qui c'est qu'il y avait d'autres? Il y avait des mecs pas mal connus, hein. Ouais, enfin surtout Antoine BM, je crois que c'était le plus connu. Je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres. Bon, je me souviens plus, c'est pas grave. Comment on avait fait donc un mastermind avec ces gens-là. Et Antoine BM me disait, mais en fait, en 2020, tu crées une chaîne YouTube, tu mettais 4 shorts, l'algo YouTube te poussait direct à 50 000 abonnés en fait. Tu faisais des 100 000 vues tranquille, hein. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, à chaque fois, il y a des opportunités. À chaque fois, t'en as qui en saisissent. Et puis, Antoine BM en a fait partie. Moi, j'étais trop jeune, mais Antoine BM en a fait partie. Même le dropshipping, c'est pas forcément hyper éthique. Moi, j'ai des copains, je vais dire, sans vraiment d'effort. Putain, j'ai un pote, c'est un gros flemmard. Le mec, enfin, il bosse 2 heures par jour, il branle rien. Et même lui, à l'époque, bon, il est plus vieux que moi, hein, à l'époque du dropshipping, il a réussi à faire 30 000 balles. Bon, il avait tout claqué à l'époque à Miami, il avait tout claqué en boîte, dans de la coke et je sais pas quelle bêtise. Mais en tout cas, et pourtant, je veux dire, j'y sais pas trop foulé quoi. Et l'IA aujourd'hui est probablement l'une des plus grandes opportunités. Et enfin voilà, moi je veux dire, je pense que j'aurais jamais gagné autant d'argent dans mes business si j'avais pas utilisé l'IA, hein. L'IA, moi je m'en sers tous les jours. Moi, tu sais, mon petit plaisir, c'est d'utiliser tous mes crédits Claude Code et que Claude me dise, bah vous pouvez plus l'utiliser. Bah voilà, ça veut dire que j'aurais bien rentabilisé mon abonnement Claude Code. Enfin, Claude Standard ou Claude Code ou Claude Cowork, peu importe. Et un truc con, mon pote multimillionnaire qui me raconte un truc l'autre jour, il me dit, ouais, mais en fait, tu sais que les Ferrari, les Ferrari aujourd'hui sont super chers. Tu sais pourquoi les Ferrari sont chers? Il faut surtout pas acheter de Ferrari en ce moment. Parce qu'en fait, t'as tellement de mecs qui deviennent millionnaires grâce à l'IA que les mecs, au lieu d'acheter la Ferrari, j'en sais rien, une Ferrari qui vaut 1 million, bah le mec il achète 5-6 millions. Et ça se vend. Mais le mec en fait il en sait rien, il claque son pognon là-dedans. Et il va se prendre une claque monumentale parce que quand ça va redescendre. Et donc finalement, il y a des millionnaires tous les jours, aux US, en France, partout. Donc bah, en fait, il faut y aller quoi. Il y a des gens qui sont déjà en train qui sont déjà en train de devenir millionnaires grâce à ça. Donc pour moi, ces opportunités-là sont des bonnes opportunités. Et la bulle de l'IA, pour l'instant, n'est pas prête de redescendre. Et donc, avant, il fallait connaître les bonnes personnes, il fallait avoir un réseau, il fallait avoir du capital. C'était littéralement le principe des guildes, hein, au Moyen-Âge. Tu sais,
les communautés du Moyen-Âge, c'est-à-dire que si tu n'avais pas de parrain, si tu n'avais pas quelqu'un dans ton réseau qui faisait ça, tu pourrais pas faire un métier. Aujourd'hui, l'information est disponible partout, tu peux accéder quasiment à tout. Peut-être certains secteurs, ou forcément des secteurs normaux, si tu veux devenir pilote d'avion, oui, il va falloir passer par le cursus standard, faire tes 4 ans d'études de pilote d'avion, tu vas te faire sélectionner, ça va être très dur et tu vas faire des milliers d'heures de vol sur simulateur avant tout et après en vrai. Et ça va te coûter surtout très cher. Parce que les avions, c'est pas gratuit. Donc oui, mais bon, ça c'est indéniable. Si tu veux faire de l'architecture, si tu veux faire de la médecine, là oui, c'est indéniable. Mais tout ce qui est vente, marketing, publicité et création de contenu, tu peux l'apprendre gratuitement en quelques clics sur YouTube. Enfin, en quelques clics. Peut-être pas exagéré, mais aujourd'hui, tu demandes à Claude et fais, et demande à Claude en même temps. Moi, c'est ce que je fais. Le pilote d'avion, rappelle-toi ce qu'on a dit dans la précédente vidéo, dans une précédente vidéo sur l'aviation, le pilote d'avion va pas attendre d'anticiper tous les orages qu'il y a sur le Bangkok-Paris, l'orage qui va arriver au-dessus de l'Azerbaïdjan pour décoller. Le mec, il voit ça en vol, donc décolle, prends ton envol, et ensuite, demande à Claude, demande à ChatGPT. C'est exactement encore ce que j'ai fait ce matin. J'avais une pub qui dépensait pas, en fait, j'avais oublié de l'activer. Je me dis merde, pourquoi ça dépense pas? J'ai demandé à Claude me dit, tu t'aurais pas oublié de l'activer? Donc il commence à me faire vérifier mon paiement, à regarder si ma pub était pas bloquée, etc. Ensuite il me fait, t'as pensé à l'activer? Je regarde, je fais, oh putain merde, j'ai oublié. Tu vois, donc bon, après voilà, ça arrive même au meilleur. Voilà, et le problème n'est pas je sais pas comment faire. En fait, le problème c'est est-ce que je vais réellement le faire? Parce qu'aujourd'hui, t'as plus le droit de dire je sais pas comment faire. Demande à Claude, demande à ChatGPT, il va te dire comment faire. Je te dis, moi je dis à ChatGPT, je lui dis explique-moi comme un enfant de 5 ans. Il me fait toute une checklist complète, donc t'as plus le droit de dire ça. Et la concurrence est forte, mais mais la majorité abandonne. Ça veut dire que finalement les gens pensent que tout est saturé, mais en réalité, la majorité des gens vont démarrer, ils vont mettre 2-3 vidéos sur YouTube, ils vont lancer 2-3 pubs, et puis ils vont s'arrêter. Puis ils vont aller faire autre chose. Et ils vont tourner comme ça, toujours sur le shiny object, aller chercher la nouvelle opportunité. Mais sauf que si tu prenais une opportunité, que tu la gardes, que tu travailles, tu fais la même chose pendant 10 ans, c'est là que tu vas gagner du fric. Sinon, tu gagneras pas de fric parce que tu seras pas bon. Donc c'est complètement con. C'est ce que disait Gary Vaynerchuk, je sais pas si je prononce bien son nom, je pense pas, qui répète que depuis des années, la majorité des gens abandonnent avant même que les résultats arrivent, et généralement dans les 6 premiers mois. Ce qui est complètement débile quand on y pense, parce que l'entrepreneuriat c'est une affaire de persévérance. Et beaucoup commencent leur semaine de contenu, ils commencent à faire quelques messages, puis ils abandonnent. Et la vraie compétence rare aujourd'hui, c'est d'arriver à tenir suffisamment longtemps. Et suffisamment longtemps, c'est qu'en fait l'entrepreneuriat c'est un jeu de persévérance. Faut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après tu vois. Donc pas penser à toujours tester son marché, toujours prendre la température, hein, parce que c'est bien ça qui est important. Et après tu pivotes. Tu fais des micro-pivots tous les 2-3 mois. Moi c'est ce que m'avait dit mon copain multimillionnaire. Tu fais des micro-pivots tous les 2-3 mois, mais tu continues, tu restes dans le game. Et c'est celui qui restera le plus longtemps dans le game qui va se faire le plus de fric. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu prends les opportunités d'investissement. L'investissement, c'est comme l'entrepreneuriat. C'est aller chercher, aller prendre des parts dans des entreprises, donc dans l'entrepreneuriat des autres, si tu veux, au lieu de faire son propre entrepreneuriat. Le mec qui gagne le plus en investissement, c'est celui qui reste le plus longtemps. C'est soit celui qui a oublié ses codes, soit celui qui est mort. Bon, c'est pas compliqué. Donc ça veut dire que plus tu restes dans le game, plus tu te feras du fric, plus tu vas devenir bon. Si tu répètes la même chose pendant 10 ans, tu vas devenir très bon et tu vas te faire du fric. Et beaucoup attendent plus d'argent, plus de compétences, plus de temps, une meilleure idée, mais personne ne commence avec toutes ces réponses-là. Personne ne commence en sachant tout, en fait. Ça n'existe pas, ça. Tu vas forcément avoir des trucs où t'as pas pensé, des trucs où, tu vois, bien moi je te le dis, hein, sur mes publicités, là, mes testings que je suis en train de lancer, j'ai encore jamais lancé ça. Bon bah oui, je fais plein de conneries. Mais c'est pas grave, ça m'apprend. Et puis le deuxième que je lancerai, je ferai pas les bêtises et je vérifierai bien les trois, donc l'ensemble de pubs, le sous-ensemble et la publicité, que tout est bien en ligne. Reid Hoffman, d'ailleurs, le fondateur de LinkedIn, dit qu'on a, en fait, il a une phrase à ce sujet, c'est que il dit que lancer une entreprise, c'est comme sauter d'une falaise et construire l'avion pendant la chute. C'est exactement la même chose. Et c'est ce que tu dois faire. Tu dois sauter de la falaise et construire l'avion pendant la chute. Et donc la compétence se construit en faisant. Et les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui avaient tout prévu ou qui connaissent déjà tout. C'est ceux qui ont commencé, qui ont testé, qui ont corrigé, qui ont fait des micro-pivots tous les 2-3 mois.
Bon, bah, une fois que tu as un truc qui marche, tu fais la même chose pendant 10 ans. Et tu répètes, et c'est ça qui va faire que tu vas devenir le meilleur. Voilà.